Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale avec ces émissions spéciales que vous aimez. Il est 11h01, nous sommes en direct à Radio Grand Lac, la radio du territoire d'Aix-les-Bains du lac du Bourget et la radio aussi de l'Albanais sur le 92.1 sur radiograndlac.com. Et ce matin, nous prenons donc la direction de l'Albanais, d'Albins, Entre-Lacs, pour rencontrer une association qui est déjà venue ici, que l'on aime beaucoup ici, une association qui parle d'histoire, d'archéologie, de témoignages dans l'Albanais, c'est Chronos. Et pour en parler, j'ai trois personnalités vraiment d'Albins qui sont là aujourd'hui. J'ai le célèbre Bernard Fleuret. Bernard, un des photographes les plus connus à Albins, peut-être le plus connu. Notre ami Bernard, j'ai Rodolphe Guillot, qui est le vice-président de Chronos, on excuse bien sûr le président Fabien Milios qui n'a pas pu être là ce matin, et puis j'ai maître Jean-Louis Hébrard, celui qui a été en son temps président de Chronos, celui qui a tellement fait pour l'histoire et qui fait encore beaucoup pour l'histoire d'Albins et de l'Albanais, et qui doit être aussi maintenant vice-président de Chronos, Jean-Louis Hébrard, qui fut pendant longtemps professeur à Albins. Bonsoir messieurs. Bonjour, pardon. Pourquoi bonsoir? Bon. Bernard, rapproche peut-être un petit peu le micro. Voilà, vas-y, allez, on est entre nous. Voilà, très bien. Bonjour tous les trois, est-ce que vous allez bien? On va bien. C'est vrai? Bien. En forme? Chronos se porte bien? On attaque le 38e numéro l'année prochaine, on va bien. Donc, 38 ans déjà? Eh oui. 38 ans déjà Chronos. Donc, une association créée par un certain Félix Levet. C'est cela, en 1986. Il y a de ça quelques années. Tiens, Jean-Louis Hébrard, fais-nous un petit résumé historique de Chronos. Alors, Chronos s'est créé en 1986 et assez rapidement, même tout de suite, on a publié la revue qui s'intitule Chronos, une revue qui contribue par ses recherches et ses publications à une meilleure connaissance de l'Albanais, tant sur le plan archéologique que sur le plan historique, et également tout ce qui concerne le témoignage et le côté patrimonial de l'Albanais, et on ne le limite pas. Voilà, et on peut dire deux mots de son titre quand même, c'est Chronos avec un K. Tout simplement, ça fait référence au cycle légendaire grec, et Chronos en question, c'est un titan. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un titan qui génère, de la bonne humeur, et de la créativité. C'était super bien choisi. C'est exactement ce qui se passe à Chronos. Exactement. Et pour quand même pas faire passer pour un club de vacances, on a mis en dessous, sous-titre, on a mis archéologie, histoire et témoignages de l'Albanais. Ça, c'était juste pour faire un petit peu sérieux quand même. Donc, et à partir de là, on est quand même relativement identifié. Parce que je crois que, Jean-Louis, tu es un spécialiste de l'archéologie. Alors, entre autres, mais mon collègue Rodolphe aussi, on est passionné de l'archéologie, effectivement, l'archéologie préhistorique. La référence à la pierre à cupule, bien évidemment, qui a été trouvée à Albins dans ces eaux-là. Alors, c'est quoi une pierre à cupule? Parce que moi, je me rappelle quand elle était devant le collège, là-bas. Elle y est toujours. Elle est toujours devant le collège. C'est un menhir, tout simplement. C'est un gros bloc qui fait plus d'une tonne et qui est couvert de petits creux en forme de coupelle. Il y en a 130. Voilà. Et c'est un témoignage préhistorique. Alors, voilà, l'époque du néolithique, c'est-à-dire les paysans, moins 2000, ou alors l'âge des métaux, moins 1000. On a du mal à le dater, mais c'est le plus vieux témoignage de la présence humaine à Albins. Et est-ce qu'on sait pourquoi il y a ces cupules? Est-ce que 130 cupules, est-ce qu'on le sait encore, ou est-ce qu'on le sait pas encore, justement? Alors, vous voulez des légendes déjà, des histoires, c'était pour les sacrifices, il y a des sacrifices, et on faisait couler le sang, donc ça tient pas la route. Par contre, il y en a certains qui se sont dit que, de façon plutôt probable, ça pouvait être une carte du ciel. Alors, voilà, tout simplement parce que sur ces cupules, il y en a 2 qui sont en forme de rouelle, une cupule centrale, et il y en a 7 ou 8 qui tournent autour, et qui seraient des symboles solaires. Donc, il y aurait peut-être une référence, voilà, pas forcément une carte du ciel, mais une référence au ciel. Voilà. Après, d'autres explications sont plus difficiles, et je ne m'y aventurerai pas ce matin. D'accord. Et puis on a trouvé aussi à Albins des anciennes pièces de monnaie,
Bien sûr, on a trouvé énormément de pièces de monnaie, on a trouvé de la céramique, on a trouvé des restes d'amphores, enfin, qui se retrouvent à l'espace patrimoine, qui est le musée de Cronos, dans lequel il n'y a pas que des restes archéologiques aussi, Ouais, bien sûr. mais dans lequel, effectivement, on peut évoquer la vie quotidienne des Romains et des Gallo-Romains au 1er demi-siècle, 2e siècle de notre ère. Et puis on a aussi trouvé notre fameux mérovingien quand même, Alors, justement, la qui transition... repose encore dans les caves de la mairie, dans je les pense. caves de la mairie et qui ne va pas tarder à regagner, je pense, l'espace patrimoine et qui fait l'objet du premier article de la revue. D'accord. Ça tombe bien. Donc c'est une personne qui vivait à quel siècle? On le sait, on a pu dater ou... Non, on n'a pas pu dater, mais par déduction, en fonction du mobilier, etc., on estime que, allez, c'est quelqu'un qui devait vivre aux alentours du 7e, 6e, 7e, 8e siècle. On va dire 7e, 8e siècle, environ. Ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Non, absolument. Et là, c'est un des plus vieux habitants, j'allais dire, d'Albens, avec les Gallo-Romains précédemment, Gallo-Romains dont on a trouvé effectivement un certain nombre de tombes lorsqu'il y a eu la fouille de la zone industrielle, la ZAC des Chaudanes. Voilà. D'accord, ok. C'est un riche passé à Albens, un riche passé archéologique, mais aussi un riche passé historique. Historique. On va parler de tout ça à travers cette revue Cronos. Rodolphe Guillot, je voudrais que vous vous présentiez un petit peu aussi. Donc, vous êtes vice-président de Cronos et vous êtes un historien reconnu. C'est ça, vice-président de Cronos et donc je suis professeur d'histoire-géographie en collège et lycée. Où ça? À Rumilly et puis à Sénaux. D'accord. Ma spécialité, moi, c'est plutôt le Moyen-Âge et puis l'Antiquité tardive, quoi. C'est mes périodes de prédilection, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'Antiquité tardive? C'est grosso modo la fin de l'Empire romain. En fait, tout ce qui va du... Orient ou Occident? Plutôt Occident, mais ça couvre aussi l'Orient. C'est à peu près tout ce qui va du 3e au 5e siècle. Si on considère qu'au 5e siècle, on passe au Moyen-Âge, quoi. D'accord, ok, d'accord. Donc, spécialiste de l'histoire, et il y a quelques années que vous avez rejoint cette équipe de Cronos pour apporter tout votre savoir et pour également écrire des articles comme on va parler dans quelques instants. C'est ça, ça fait bientôt 10 ans en fait que je suis à Cronos, ouais. D'accord. Bernard Fleuret, lui qui a photographié tout Albin, tous les Albanais sont au moins passés une fois dans le studio de photos de Bernard. Donc Bernard, toi tu es un monument à Cronos. Non mais là je pense que tu exagères un petit peu quand même. Non mais si, un monument. Et tu fais partie des meubles. Le jour où on déménage Cronos, tu vas suivre. Merci de le rappeler. Alors, présente-toi un petit peu Bernard, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Oh écoutez, moi je suis revenu Parle bien dans le micro. Oui, Bernard. je suis revenu à Albins en 1976 pour reprendre à l'époque le commerce local de mes parents. Tes parents qui étaient bijoutiers horlogers, que j'ai fait pendant quelques années, et puis après je me suis orienté sur la photo. J'ai déménagé place de l'Église. Et c'est vrai que depuis 1976, j'ai été ce qu'on appelle un photographe social, c'est-à-dire un photographe social, c'est celui qui fait tout. C'est-à-dire communion, mariage, tout ce qui passe. Partout on allait, on voyait Bernard Fleuret. Voilà. Et ça a duré, j'ai déjà mis un petit peu, j'ai cédé mon magasin en 2008, j'ai travaillé en auto-entrepreneur, et là, écoutez, on en reparlera, parce que je pense que là, je vais arrêter définitivement au 14 juillet. C'est vrai. Exact, oui, parce que tu sais quand même que j'atteins un âge un peu... avec canonique. quelques douleurs ou un truc comme ça. Mais bon, j'aurai toujours mon appareil photo, et notamment pour Cronos, éventuellement pour dépanner les gens. Et voilà. Bernard Fleuret qui a des trésors de photographie chez lui. Oh oui. Oui. Jean-Louis, on est d'accord. Il a tout Albin, il a plein de personnes qui ne sont plus là, il les a encore en photo. Et c'est vrai que je me rappelle il y a quelque temps, quand on voulait en mairie avoir la photo d'un ancien Albanais, on appelait Bernard, tu dois nous l'avoir au repas des aînés de telle année, un truc comme ça. Et Bernard, hop, il cherchait, et il nous envoyait la photo impeccable. Non, peut-être pas quand même. Là, je pense particulièrement à Henri Tracol, qui lui a tout gardé. Moi, j'ai eu une époque où quand j'ai déménagé, je pouvais pas tout garder. Donc, j'ai vraiment, à part peut-être pour les choses de Cronos, c'est différent, mais j'ai des archives depuis 2000. Mais malheureusement, j'ai pas tout regardé, je regrette. Mais bon, c'était un choix, il fallait faire comme ça. Par contre, j'ai tout dans ma tête. Voilà, c'est ça. Bernard qui est vraiment un personnage
Albins et Entrelacs. Oui, faut pas exagérer non plus. Alors, cette revue Chronos, 37e, qui est parue en mars 2022, on en parle maintenant, parce on va dire qu'on peut la trouver à plusieurs endroits pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Albins, mais pas que, puisqu'on parle des tombes mérovingiennes d'Albins, on parle des caprices du ciel à Ruffieux en 1816, donc on fait une incursion en Chautagne, on va même en Haute-Savoie dans ce qui est l'albanais au Savoyard, l'abbé Martin Curé à Cusy, un instituteur dans le siècle, correspondance d'un couple durant la Grande Guerre, historique de l'école de la Biole. Qui nous présente cette revue, peut-être Rodolphe et Jean-Louis, puis même Bernard, allez-y, dites-nous cette revue, qu'est-ce qu'elle est exactement ? C'est le 37e numéro, déjà, et qui est sorti en mars 2022. Il comprend 32 pages et il est tout en couleur. Alors, dans un premier temps, on peut remercier notre imprimeur, qui est l'imprimerie Ducret. Bien sûr. À Rumilly. Notre partenaire Stéphane et Marjorie Ducret, que l'on embrasse bien fort. Exactement. Et donc, il est disponible dans toutes les grandes surfaces, grâce à notre ami Bernard, parce qu'il ne fait pas que photographe aussi, il met en place les dépôts ventes dans les grandes surfaces. Alors, on peut les citer à Grésy-sur-Aix. Bon, ça s'appelle Carrefour, je crois. Carrefour Market, à Rumilly, ça doit s'appeler Super. Hyper-U. Voilà. Hyper-U, même. Hyper-U, absolument. Et puis d'autres. Et puis également dans les bureaux de presse de la Biole, d'Albins et d'ailleurs. On doit en avoir à la boulangerie à Blois, par exemple. Bernardine. Oui, je crois qu'il y a une douzaine de dépôts, mais les gens peuvent avoir la liste des dépôts en allant sur notre site. Vous avez un site internet, bien sûr, un très bon site internet. Donc les gens peuvent l'avoir. Il y en a une douzaine de dépôts, c'est-à-dire que effectivement, on peut dire on va jusqu'à Aix-les-Bains, Rumilly. On en a mis un petit peu à Saint-Innocent là pour les gens que ça intéresse, parce que Rodolphe va parler de cet article. Puis il y en a dans toutes les maisons de la presse, Albins, Saint-Félix, ainsi de suite. Leclerc à Dromette. Leclerc à Dromette, oui, j'ai dit Aix-les-Bains, mais il y a une douzaine de dépôts. D'accord, donc il est au prix de 10 €. 10 € et voilà, ça permet d'avoir des témoignages sur notre histoire. Si les gens le veulent, on peut leur expédier. Y a pas de vous faites tout à Chronos. Absolument. Bravo. Alors, avant qu'on fasse une petite pause, je vous propose qu'on présente article par article. Alors, le premier, c'est les tombes mérovingiennes d'Albins, écrit par un certain Jean-Louis Hébrard. Qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots sur cet article ? On va dire que ce sont des tombes mérovingiennes qui ont été découvertes lors de la construction du collège en 1978. Il n'en reste qu'un seul exemplaire, en plus mauvais état, bien évidemment. Et l'article, je vais être assez bref, l'article fait un petit peu le recensement de la découverte et la mise en relation d'autres découvertes qui ont eu lieu en Savoie et Haute-Savoie pour essayer de faire une approche et de le dater un petit peu. Voilà. Après, le deuxième article, alors il y a un deuxième article super intéressant. Écrit par Bernard Ducruet. Exactement, qui s'intitule « Les caprices du ciel, Ruffieux 1816 ». C'est un article d'actualité. Oui. Parce qu'il est question... Alors, Bernard Ducruet, c'est quelqu'un qui cherche dans les archives, qui est d'une curiosité extraordinaire, d'une culture historique pas possible, parce qu'il a mis en rapport Emmanuel Leroy d'Adurie sur l'histoire du climat, plein de choses. Et surtout, en lisant les registres de décès de Ruffieux, en 1816, il tombe sur les notes que le curé rajoute après le décès des individus, et qui raconte quoi ? Qu'il commence à dire que on est une année sans été. Sans été, ouais. Sans été. Et qu'il dit que au 31 juillet, il y avait de la neige au sommet du Colombier, du Grand Colombier. Il y avait de la neige. Qui est à 1700, quoi. Exactement. Et à partir de là, Bernard Ducruet explique un petit peu le comment du pourquoi. Il y a un volcan dans le Pacifique. Et ce volcan explose, va envoyer des nuées de poussière dans l'atmosphère qui va diminuer le rayonnement, l'intensité du soleil, et il va y avoir une année, même 2 années catastrophiques, avec entre autres aussi des mauvaises récoltes donc des famines. Et je lis là dans la communication de l'Académie des sciences naturelles de Suisse, qui dit que l'été 1816 fut en Suisse 2,5 degrés plus frais que la moyenne, qui entre mai et juillet, soit 90 jours, plus de 50 jours de pluie tout à fait. Ont été enregistrés, et que les raisins furent cueillis début novembre et qu'ils n'étaient pas mûrs. Tout à fait.
C'est impressionnant. Tout à fait. Est-ce qu'on parlait à cette époque de dérèglement climatique? Mais c'est un article qui ne met pas en cause le réchauffement. Bien sûr, d'accord. On est bien mais d'accord. Pour montrer effectivement les aléas climatiques et le fait que les gens le savent bien à l'époque, l'homme face à la nature n'est pas maître de tout. Et déjà que dans l'Hexagone, en 1817, le prix du blé avait doublé. Oui, bien sûr. À partir de là, c'est le cycle d'Ancien Régime. Et pour terminer, bon là, ça n'a pas trop été le cas, mais pour terminer, il suffit qu'il y ait en plus d'une épidémie, et on a la totalité. L'épidémie et la guerre, on a les trois malheurs. Malheurs du régime de l'Ancien Régime. Et en Bourgogne, les vendanges vont démarrer le 26 octobre, la date la plus tardive constatée sur la période de 1437 à 2003. Exactement. Et on a vendangé à certains endroits à Verjus, c'est-à-dire avec le raisin vert. Ouais. Avec le raisin vert. Ah oui, Verjus. À Verjus, le raisin vert, et donc il faut s'accrocher pour le boire. Mais bon. Écoutez, c'est passionnant. Je vous propose qu'avant qu'on continue l'examen de cette 37e revue de Chronos, que l'on fasse une petite pause musicale et on revient tout de suite après. On est avec Rodolphe Guillot et Jean-Louis Hébrard, vice-président de Chronos, et Bernard Fleuret, qui a un petit peu tout dans Chronos, qui a tout connu de Chronos et qui est toujours avec nous pour notre plus grand plaisir. Ne partez pas, nous sommes toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com et on parle de la revue Chronos. On est à Albin Centre-Lac ce matin. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Oui, entre lac et montagne. Et ce matin, ça tombe bien puisque nous sommes dans l'Albanais, à Albin, ça entre lac, avec l'association Chronos pour parler d'archéologie, histoire et témoignages de l'Albanais, mais surtout pour présenter leur nouvelle revue qui vient de sortir, la 37e du nom, qui est sortie, qui coûte 10 € et qui fait une trentaine de pages. C'est vraiment c'est de la qualité, tout en couleur. Et vous apprenez plein de choses sur l'histoire de l'Albanais avec Jean-Louis Hébrard qui est le vice-président après en avoir été un des présidents emblématiques. Nous feuilletons cette revue, puis Rodolphe Guillot qui est vice-président également nous parlera un peu plus spécifiquement d'un article avant que Bernard Fleuret nous dise un mot sur la rosière d'Albins. Jean-Louis, nous en étions à la contribution à l'histoire du château du Cusy. Exactement. Donc là, il y en a 3 pages et c'est d'après effectivement une lettre de l'abbé Martin. Et donc là, on plonge un petit peu dans le Moyen-Âge. Et c'est écrit par Bernard Juillet. Et qui est écrit par Bernard Juillet, absolument. Donc là, c'est remarquable et très bien illustré. Ensuite, on a 4 pages sur la plume de Jean-Paul Vautret, et c'est la seconde partie d'un article consacré aux mémoires de Jean-Paul Paulier, un instituteur au 19e siècle en Haute-Savoie, à Salneuve, entre autres. Et ça, c'est les démêlés des instituteurs à l'époque par rapport entre autres à l'Église, mais pas que. Ensuite, on a une correspondance. Alors ça, c'est assez intéressant. Correspondance d'un couple durant la Grande Guerre, Louise et François Morel d'Albins. Et ce qui est intéressant, là, c'est que l'article est entièrement consacré à la trentaine de cartes postales écrites par Louise et qui donnent un regard sur le courage des femmes pendant la Grande Guerre, parce que Louise, elle va tenir la ferme toute seule pendant toute la guerre avec les 2 enfants. Et oui, c'est là que les femmes se sont un peu émancipées, parce que exactement. Il a fallu qu'elles prennent la suite des hommes qui étaient sur le front. Exactement, elles sont mobilisées d'ailleurs, parce que le ministre de l'Intérieur les mobilise dès la déclaration de guerre en disant que derrière, sur le front, elles aussi, c'est elles qui vont tenir. Et oui, parce qu'en plus, que la déclaration de guerre, elle intervient au moment des moissons. Au moment des moissons, absolument. Et enfin, on a un dernier article. Alors là, c'est assez intéressant. En page 29 à 32, c'est un solide article sur l'historique de l'école de la Biole. Et là, tous les biolants qui n'ont pas encore eu le numéro de Chronos sont invités à se le procurer, parce que c'est sous la plume d'Henri Biez, et à partir de notes qui avaient été prises par un de nos anciens présidents, aujourd'hui décédé, Henri Voiron. Henri Voiron, bien sûr. Absolument. On pense bien à lui. Et ça, c'est aussi fort documenté, surtout que l'école de la Biole, les écoles de la Biole sont en pleine restructuration. Voilà. Mais j'ai oublié quand même le principal article. C'est un article de 8 pages
qui est l'article central. Tu ne l'as pas oublié. Tu l'as mis à la fin, justement, pour le mettre en évidence. On a soigné la transition, et donc, effectivement, on va donner la parole. C'est de l'impro, mais on se débrouille pas mal. On se débrouille pas mal. Voilà. Rodolphe Guillot qui a fait un très bel article, et puis je salue également mon ami Bernard Godard qui a fait les photos et qui est très dévoué également pour Chronos. Tout à fait. Rodolphe Guillot, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cet article? Une résidence seigneuriale au XIVe siècle, la tour du château de Saint-Innocent et les seigneurs d'Orlier. Ce serait pas un petit lien avec Orly, là? Exactement, oui. En fait, c'est un article donc sur les origines du château de Saint-Innocent que les gens du coin connaissent bien, puisqu'en fait, quand on est sur les bords du lac du Bourget, on peut le voir au-dessus du bourg de Saint-Innocent. On le voit très bien, notamment depuis la plage de Mémar. C'est un château qui est actuellement privé, qui appartient à la famille du comte de la Rupelle depuis le milieu du 19e siècle. Mais qui. Alors, est-ce qu'on peut encore dire Monsieur le Comte ou pas? Oui, depuis le 4 août 1789. On peut dire Monsieur le Comte si on veut. D'accord, ok. Ça n'implique pas de privilège derrière. Voilà, tout à fait. C'est l'abolition des privilèges, mais les titres restent. Voilà. Donc, ce château, à l'origine, il a été bâti en fait par une famille noble d'Orlier ou d'Orly, qui était une famille vassale des comtes de Savoie. En fait. Orly, donc, c'est un petit village qui appartient à Albins, qui est entre La Biole et Albins. C'est ça, oui. Ça. En fait, donc cette famille, qui était sans doute implantée originellement, donc probablement du côté de Saint-Innocent, a laissé son nom en fait à de nombreux lieux-dits un petit peu partout dans les pays de Savoie, là où ils ont eu des possessions, des maisons fortes, des choses comme ça, dont le hameau d'Orly à Albins en fait. Donc juste un petit aparté, cher Rodolphe. Donc à la période médiévale féodale, le droit féodal sarde était à peu près le même que le droit féodal français au niveau de la propriété, où il y avait quelques différences. Oui, la féodalité, elle fonctionne à peu près sur les mêmes bases un petit peu partout en Europe. Et ensuite, en fonction des États ou des principautés médiévales, on n'a pas tellement de changements. C'est-à-dire qu'en fait, on a un souverain avec dessous des seigneurs qui sont ses vassaux. Eux-mêmes ont des vassaux à leur tour. Et ça forme une pyramide. Donc, lui est en charge de les protéger et eux sont en charge de travailler pour lui et de faire les récoltes, etc., etc. C'est ça. En fait, c'est une famille qui est vassale du comte de Savoie, qui est lui-même en fait le vassal de l'empereur romain germanique. Romain germanique. D'accord, ok. Et donc ce château, il est très intéressant puisqu'en fait il possède un donjon médiéval qui est très bien conservé, alors qui a pu être daté précisément par une technique qu'on appelle la dendrochronologie, c'est-à-dire qu'en fait on prélève un petit peu du bois des poutres qui soutiennent le plancher, et grâce au cercle du bois, on arrive à dater la période de coupe en fait. Et donc là, ça a été fait, c'est un travail qui a été fait en 2006. Et ça a permis de dater en fait le plancher de ce donjon de l'automne-hiver 1314. En tout cas, l'abattage des arbres remonte à l'automne-hiver 1314. On arrive à être aussi précis, presque à quelques semaines, à quelques mois, puis c'est dingue ça. Oui, du coup, ça nous permet de savoir qu'en fait, la tour a été bâtie un petit peu avant, puis on a installé le plancher après, donc dans l'année 1314, quoi. C'est incroyable. Rodolphe, qu'on arrive quand même à être aussi précis quelques siècles avant, c'est beau. Oui, bah ça permet en fait de pallier parfois au manque de sources, puisque dans ce cas-là, en fait, la famille d'Orlier a vu toutes ces archives dispersées au moment de la Révolution française en 1792. Et du coup, en fait, on ne peut reconstituer l'histoire de cette famille et du château avant la Révolution que par bribes, en fait, quoi. J'ai toujours appris, moi, que la Révolution française, elle démarrait en 1789. Pourquoi 1792 ? Alors en France, effectivement, elle débute en 1789, mais il faut penser qu'à ce moment-là, la Savoie n'est pas française. Montesquieu ne sont pas encore là. Et voilà, et les troupes françaises révolutionnaires, en fait, ne vont arriver qu'en septembre 1792 pour annexer la Savoie à la France révolutionnaire. D'accord, jusqu'en 1815. Jusqu'en 1814-1815, voilà, la fin de la période a été un peu chaotique, mais voilà. D'accord, ok. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on sait de plus alors maintenant sur ce magnifique château, sur ce patrimoine de Saint-Innocent ? Et donc, ce château, oui, effectivement, il est très intéressant par son donjon médiéval.
Pourquoi en fait? Parce que on a une résidence typique de l'habitat aristocratique en Savoie au XIVe siècle. Alors on a un donjon qui est construit en pierre, qui est rectangulaire, qui est haut de 17 mètres. Il était sans doute un petit peu plus haut à l'origine. Il y aurait un étage qui aurait disparu, on n'est pas certain. Ce qu'on voit aussi, c'est l'apparition d'un certain confort en fait dans cette tour médiévale. On a 2 cheminées par étage, sachant qu'il y a deux pièces par étage. On a des latrines qui donnent sur le fossé ouest du donjon. Et puis surtout à l'est, sur la façade est, est du donjon, on a des fenêtres à baies géminées. En fait, c'est-à-dire des fenêtres qui sont larges et ornées en fait, partagées en deux par une sorte de colonne au milieu. Des fenêtres qui ouvrent sur le lac. Et ça dénote en fait un attrait naissant à ce moment-là pour la contemplation du paysage en fait. On est vraiment dans la période de la pré-Renaissance, c'est-à-dire que même dans la peinture, on commence à s'intéresser au paysage en tant que tel, quoi. À la beauté. On commence à prendre conscience de la beauté d'un site et des paysages, tout à fait. Oui, il n'y a plus seulement une vocation utilitaire. Alors, en fait. Tout ce dont vous me parlez, on peut en voir les photos grâce à Bernard Godard dans cette revue Chronos. Oui, donc... on voit les latrines, on voit justement les fenêtres dont vous avez parlé. Oui, alors les latrines en elles-mêmes ont disparu puisqu'elles étaient en bois, mais il reste encore l'ouverture en fait dans le mur du donjon. Les latrines qui étaient l'ancêtre de nos commodités. C'est les toilettes, tout simplement. C'était les toilettes. On a malheureusement à l'intérieur du donjon pas d'éléments décoratifs qui ont été retrouvés, mais il y en a sûrement existé. Alors on a trouvé un crochet qui serait peut-être un crochet pour suspendre en fait les tapisseries qui permettaient d'habiller un petit peu les murs à l'intérieur du donjon, mais c'est les seuls indices qu'on a. En fait, il faut savoir que ce donjon, il a été préservé parce que, sans doute, dès le XVIIe siècle, il a été transformé en fait en hangar agricole. On y stockait du fourrage pour les bêtes, les récoltes. On y stockait aussi du vin dans des tonneaux. Oui, à Saint-Innocent. Voilà, donc c'est en fait ce qui a permis que le donjon arrive à peu près intact jusqu'à notre époque. Donc c'est un donjon qui a précédé le château que l'on voit maintenant. Oui, en fait c'est ça. J'ai tenté une petite reconstitution en fait dans l'article. Alors probablement qu'à l'origine il y avait uniquement le donjon avec une double enceinte, une première enceinte autour du donjon puis une deuxième enceinte. Et c'est sans doute au XVIe siècle, donc sur la fin du Moyen Âge, que les seigneurs d'Orlier ont fait ajouter un corps de logis à l'autre bout de l'enceinte, en fait. Corps de logis qui est le château actuel qu'on peut voir en couverture de Chronos. Bien sûr, voilà, qui est un peu plus moderne et justement qui sert à être un logis et non pas une structure de défense, quoi. Oui, en fait, c'est le moment où le château commence à perdre un petit peu sa fonction défensive. Alors, il commence à la perdre au XVIe et il finira définitivement de cesser d'avoir toute fonction défensive au moment de la Révolution, puisqu'en 1794, la municipalité de Saint-Innocent, la municipalité révolutionnaire, va faire en fait démanteler toutes les défenses du château. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement déjà un côté résidentiel très très affirmé au XVIe siècle. Alors, ce corps de logis en fait a été beaucoup modifié au XVIIIe, XIXe siècle. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il a perdu un petit peu son aspect XVIe, quoi. Et donc la famille qui l'habite maintenant, ils sont là depuis quand, depuis quel siècle? Alors, la famille de la Rupel, eux, ils en ont hérité par alliance, en fait, par mariage, en 1862, en fait. Le château, donc les Dorlier sont partis au moment de la Révolution en 1792, ils ont été chassés, y compris par la population de Saint-Innocent, qui d'après la légende serait montée assez furibarde, en fait, jusqu'au château. Donc le marquis d'Orlier est parti à ce moment-là. Il est parti où, on le sait? Il est parti à Turin dans un premier temps et après, je vous avoue que je ne sais plus, mais en tout cas, dans les années 1820, on le retrouve en France. Il s'est installé en France et la personne qui voulait racheter en fait le château à ce moment-là va le contacter en fait pour savoir si il veut récupérer sa demeure ancestrale. Et en fait, le marquis, qui visiblement devait avoir des mauvais souvenirs de son départ,
y a renoncé et a préféré en fait laisser cette personne acquérir. Et donc cette personne, c'était un des ancêtres de la famille de la Rupel. En fait. D'accord. Quand on pénètre un tel château, un tel monument, puis qu'on fait des recherches et tout, ça doit être passionnant, Rodolphe. Oui, on a vraiment l'impression. Chez nous en plus, comme ça. On a vraiment l'impression en fait d'entrer dans une autre période, parce que c'est vrai que quand on rentre déjà dans le château en lui-même, mais ensuite dans ce donjon qui est très bien préservé en fait depuis le XIVe siècle, qu'on regarde le paysage du lac depuis les fenêtres du donjon, on a vraiment l'impression en fait que le temps s'arrête ou repart presque en arrière. Tout à fait. Donc la famille d'Orly était quand même une famille puissante. Oui, c'était une famille qui était assez puissante, mais malheureusement, comme je le disais, on a très peu d'archives sur cette famille, à part des fragments de sources de droite et de gauche qui permettent de reconstituer un petit peu l'arbre généalogique, mais voilà, on n'a pas autant de choses qu'on aurait pu espérer en fait. Entretenir un château comme ça, maintenant, ça doit coûter assez cher. Oui, je pense c'est ce qui fait effectivement ce que quand on voit la photo, déjà la grandeur du toit, 2 étages plus les combles avec un nombre de fenêtres et de volets assez impressionnant, ça doit coûter une certaine somme par an. Oui, c'est ce que nous expliquait effectivement le comte de la Rupel. Donc il y a effectivement le corps de bâtiment en lui-même dans lequel il y a l'habitation, mais il faut penser qu'il y a aussi tout le parc du château qui demande de l'entretien. Il y a aussi un corps de bâtiment qu'on peut voir sous la photo aérienne du château qui est à entretenir aussi. Oui, alors actuellement c'est une location. Et puis l'ancienne ferme, c'était une ancienne ferme. Ouais. Une ancienne ferme, d'accord, ok. Et puis il y a toujours ce donjon alors. C'est ça, il y a toujours le donjon. Alors actuellement, en fait, c'est un genre de petit écomusée privé que le comte de la Rupel s'est fabriqué lui-même à partir d'objets qu'il a trouvés sur la propriété au fur et à mesure des restaurations. Voilà. D'accord. Et donc ce château, il est privé, on ne peut pas le visiter. Hein. Non, on ne peut pas le visiter. Il est habité continuellement. Oui, d'accord. Ils ont d'autres propriétés, mais effectivement, ils y viennent régulièrement chaque année. Ouais. C'est Chronos qui est avec nous ce matin, Archéologie, Histoire et Témoignages de l'Albanais, pour parler de cette revue Chronos, la numéro 37, qui est au prix de 10 € et qu'on peut trouver, Jean-Louis, à plusieurs endroits. Hein. Absolument. Les grandes surfaces locales et puis les magasins de presse. Suite à l'article de Rodolphe, quelques numéros ont été déposés à que je pense à Saint-Innocent, c'est un bar-tabac qui est sur la place. Oui, d'accord, c'est la nouvelle petite place, là. Pour les gens de Saint-Innocent. Et puis les gens d'Aix, ils peuvent trouver ça chez Leclerc, et puis après à Grésy, à Carrefour Market. Et on peut également le commander. Bien sûr. Donc, site internet. www.chronos-albanais.org. Chronos-albanais.org, et normalement ça nous emmène sur le site internet. 37e revue. Un dernier petit mot sur le site internet, ils auront aussi accès à tous les numéros de Chronos édités. Certains sont numérisés, mais d'autres peuvent être tenus en commande. Jean-Louis. Et une dernière chose, sur ce site, on peut aussi obtenir plein d'autres choses. Si on a envie de visiter l'espace patrimoine, il suffit de nous faire une demande sur le même site et on trouvera toujours quelqu'un pour faire la visite, pour ouvrir et pour faire les commentaires. Et si on a besoin de nous contacter aussi, parce que l'on a de la documentation, on a des objets, on a des informations à nous donner, là il n'y a pas de problème, ou des questions à nous poser de la même manière, et on tâche toujours de trouver quelqu'un dans l'association. Il y a toujours quelqu'un qui va répondre. Même répondre qu'on peut rien faire, voilà. mais souvent, on le dira. Mais souvent, on peut faire des choses. L'histoire de l'Albanais, l'histoire d'Albin, c'est riche. Est-ce qu'il y a encore des domaines sur lesquels on n'a pas écrit, et peut-être que Jean-Louis voudrait écrire, ou Rodolphe ou Bernard? Est-ce qu'il y a encore un élément de l'histoire d'Albin, de l'Albanais, sur lequel on n'a pas écrit? On pense que n'importe comment, il y a un tas de choses qui ont des documents, de tas de gens qui ont des documents, et certains peut-être qui savent des choses. C'est pour ça qu'on leur fait un appel du pied, ces gens-là. On a une réunion tous les lundis du mois, le premier lundi du mois. Ces gens peuvent venir, peuvent très bien aussi faire des articles, parce que pour faire un article,
Bon, c'est sûr qu'on a des gens très très compétents. Et puis, notamment, on va en parler peut-être un petit peu après. On a un projet. Oui, on va. On a un projet de revue pour la Rosière. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui ont vécu une certaine époque et qui veulent nous aider, témoigner ou même écrire, ils sont les bienvenus. L'écriture, elle n'est pas restrictive uniquement aux 2 Bien ou 3 ou même 3 ou 4 personnes très compétentes qu'on a chez nous. Tout le monde peut écrire. Dans les précédents numéros, on a eu par exemple des habitants, des gens de La Biole, dont une partie de la famille avait émigré aux Amériques, et en particulier en Argentine. C'était très classique en Savoie et Haute-Savoie. Et pourquoi c'était classique d'aller en Argentine et pas aux États-Unis ou... Alors, c'est vrai que pourquoi l'Argentine c'est la recherche de la terre, essentiellement. Mais on peut retrouver aussi l'Algérie. Hein. Oui, mais là, c'était la France. Mais c'est vrai que là, et puis il y a toute une série de compagnies, de transporteurs qui mettent en place des bateaux à vapeur, etc., pour amener les gens là-bas. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de recruteurs. Hein. Et puis il faut quand même bien se mettre en tête que avant 1860, la Savoie est un pays relativement pauvre par rapport au reste de l'Europe qui petit à petit s'industrialise. Hein. Et donc, il y en a pas mal qui émigrent. En particulier, je pense à un certain Jean-Louis Petit, qui se retrouve au Château d'If parce qu'il a participé aux Journées révolutionnaires de juin 1848 à Marseille. D'accord. Il a quitté Albin, il est forgeron, le gars, et il s'emploie sur les grands travaux de Marseille. Et donc, on émigre parce que l'on va trouver soit de la terre, soit de l'emploi ailleurs. Les petits ramoneurs savoyards aussi. Hein. C'est passionnant. Tout ça, on fait une nouvelle pause musicale et publicitaire. Et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission avec Chronos. On va parler de la Rosière d'Albins, la 100e Rosière d'Albins, puisque la première a été élue en 1922. On arrive tout de suite, ne partez pas. C'est toujours 92.radiograndlac.com, émission spéciale avec Chronos. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Nouveau au centre Célia Gressy-sur-Aix, votre île de jeux indoor Bula Kids. Plus de 900 mètres carrés dédiés aux enfants de 1 à 12 ans pour s'amuser ou fêter un anniversaire. Dans une ambiance ludique, fun et sportive, venez découvrir ce nouvel espace de jeu situé à proximité de la sortie d'autoroute Aix-Nord. Ouvert du mardi au dimanche et tous les jours pendant les vacances d'été de 14h à 19h et dès 10h les jours de grosse pluie. Parc entièrement climatisé, grignotage et goûter possible. Contactez le 07 72 30 41 58 et suivez la page Facebook Bula Kids pour toutes les infos. Cet été, découvrez notre territoire à vélo. Vélo.DA, service de l'agglomération Grand Lac, vous propose des locations de vélos pour toute la famille. Vélo enfant, classique, électrique, vous y trouverez certainement le modèle qui vous donnera l'envie de faire du vélo pour des déplacements plus réguliers dans votre quotidien. Alors cet été, roulez Vélo.DA. 315 boulevard Wilson à Aix-les-Bains, 04 79 88 94 39. Jour de fête au Bourget du Lac le samedi 9 juillet. À partir de 11h15, la fête s'installera dans les jardins du Prieuré avec de nombreuses animations pour petits et grands, des jeux, un tremplin musical, des guinguettes et des concerts à partir de 21h. Tout pour passer une super journée en famille ou entre amis. Apéritif offert par la commune à midi. Accès libre et gratuit. Programme détaillé disponible en mairie. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale où nous sommes plongés à Albins depuis 11 heures. Donc nous faisons cette émission spéciale avec Chronos, une association que l'on aime beaucoup ici parce que ce sont des gens bien qui travaillent pour l'histoire de notre territoire et donc pour l'avenir de notre territoire, puisque quand on n'oublie pas son histoire, c'est la meilleure façon de préparer son avenir. Donc une revue Chronos, archéologie, histoire et témoignages de l'Albanais qui est sortie il y a quelques semaines et que vous pouvez trouver donc à Grésy-sur-Aix, à Aix-les-Bains, à Drumettaz, Clarafond, donc au centre Leclerc à l'espace culturel, et puis également à Saint-Innocent dans les bureaux de tabac et de presse, et que vous pouvez également commander sur www.chronos-lac
albanais.org. Et donc nous avons aujourd'hui 3 sommités pour présenter ça: Bernard Fleuret, Jean-Louis Hébrard et Rodolphe Guillot. Jean-Louis, est-ce qu'il nous reste quelque chose à dire sur cette revue avant qu'on passe à la partie rosière? Non, je pense qu'on a à peu près dit l'essentiel de cette revue dont on est effectivement très fiers. Vous pouvez. Exactement. Donc on rappelle les tombes mérovingiennes d'Albins, les caprices du ciel à Ruffieux en 1816. Très très intéressant. L'abbé Martin Curé à Cusy, un instituteur dans le siècle, correspondance d'un couple durant la Grande Guerre, historique de l'école de la Biole, et bien sûr l'article phare écrit par Rodolphe Guillot, résidence seigneuriale au XIVe siècle, la tour du château de Saint-Innocent et les seigneurs d'Orlier, une revue qui se lit très très bien. Et puis bien sûr avec cet hommage en première de Christian Minigot, qui a été président, lui aussi, de Chronos. Et puis on pense bien sûr ce matin à Henri Voiron, à Félix Levet, et puis à Christian Michaud, bien Christian sûr. Michaud, bien sûr. Gilles Moine, on ne l'oublie pas, mais Gilles Moine, il est encore en pleine forme. Oui, il tient bien sur sa moto, impeccable. Il tient bien sur sa moto. Rodolphe, encore un petit mot sur cette revue, sur Chronos. Je crois qu'il y a une page Facebook aussi. Oui, effectivement. En plus du site, on a aussi une page Facebook qui relaie un peu les actualités de l'association. Donc, tous les gens qui veulent peuvent être ajoutés à la page Facebook. Et puis, bien sûr, si les gens souhaitent nous interpeller sur un sujet, nous poser des questions, nous contacter, ils peuvent le faire par la page Facebook comme par le site. Eh ben, c'est parfait tout ça. Revue Chronos, la 37e. Est-ce qu'on sait quels seront les articles dans la 38e? Bien sûr. On a déjà pas mal d'articles, disons, sous le coude. On aura quelque chose du même auteur que sur les intempéries à Ruffieux, consacré au loup. Au loup. Oui, absolument. Il a trouvé là aussi dans les archives plein d'informations. On aura aussi un article consacré à une résistante en 1940, lorsque les Allemands franchissent le col du Sapnay et déboulent sur Cessan, et qui sera décoré de la Croix de Guerre en 1940. Donc là aussi, la suite des correspondances sur 14-18. Rodolphe, tu as un article en préparation sur la grange monastique de Chalières et puis le coteau viticole de Chalières. Absolument. Ça m'intéresse encore un petit peu plus. Encore un petit peu plus. Et puis peut-être, mais ça, je salue également un de nos collègues, là, notre 3e vice-président, rappelle-moi son nom déjà. Raymond Georges, bien sûr. Qui est un spécialiste, c'est un amoureux de Napoléon, surtout le premier, le 3 aussi, mais le premier. Et depuis le temps, on lui propose, et je pense qu'il nous fera un jour quelque chose. Parce que voilà une période sur laquelle, effectivement, Chronos ne s'est pas suffisamment penché, la période révolutionnaire et les périodes napoléoniennes. Donc, puis, on le salue bien fort aujourd'hui. Bien sûr que, comme j'aurai le temps, ce sera aussi avec très grand plaisir que j'écrirai également pour Chronos. Il faut le temps. Bernard Fleuret, dans quelques jours, on va couronner à Albins une rosière. Albins, c'est une des dernières, Albins Entrelacs est une des dernières communes françaises à couronner une rosière. Et figure-toi, cher Bernard, que ça va être la 100e. Il y a 100 ans que l'on couronne une rosière Albins. Et puis cette 100e, je sais qu'elle te tient particulièrement à cœur. On en reparlera après. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, cette année, c'est le couronnement. Le 14 juillet sera couronnée la 100e rosière. Donc, ça a toujours été pour Chronos un événement, cette 100e rosière. On s'est toujours beaucoup penché dessus. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu particulier. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que 100 rosières ininterrompues, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, puisque bon, après, même pendant guerre, même pendant la guerre, où simplement le maire, avec quelques personnes du conseil municipal, allait donner donc le legs, on va parler après, mais simplement il n'y avait pas de défilé, il n'y avait pas de festivité. Mais 100, c'est quand même très particulier, c'est très exceptionnel, et c'est vrai que ça fait déjà quelques années où Chronos prépare un petit peu, on récolte un petit peu des éléments par-ci, par-là, pour éventuellement, donc comme on en a parlé tout à l'heure, faire une revue sur cet événement. Juste pour revenir en arrière, parler de rosière, il faut parler de Benoît Perret, oui, que tu connais bien, Jean-Pierre. Oui.
et qui est simplement celui qui était en quelque sorte. J'ai bien connu sa sœur. Voilà, le donateur. Alors je me suis penché un petit peu. Il a fait un leg, hein. Il a fait un leg et je me suis penché un petit peu. Donc on a parlé en voiture là, et puis je pense que Rodolphe a disons creusé encore plus. On s'aperçoit que donc Benoît Perret était l'aîné d'une famille de 5 enfants. Son père, il faut quand même situer, est mort il était agriculteur, à force d'avoir trop travaillé. Il a construit sa maison à l'âge de 35 ans. Et Benoît Perret s'est retrouvé, il avait 10 ans, et son dernier frère, avait 5 mois. Et depuis ce jour-là, il a toujours subvenu aux besoins de cette famille, qui était vraiment dans le besoin. C'est-à-dire qu'il a travaillé un peu à la ferme. Ensuite, il a travaillé sur la voie ferrée, qui était en construction d'Annecy-Chambéry. Ensuite, et toujours le fruit de son travail permettait de subvenir aux besoins de cette famille. Ensuite, il est parti, parce qu'il voulait partir, il est parti à Paris, et il a travaillé dans une brasserie près de la Bourse. En plus, je pense que là, il a dû avoir des contacts sérieux. Il a travaillé à la Bourse, et on ne peut pas dire qu'il a fait fortune, mais il s'est quand même bien enrichi, il avait une très bonne situation. Donc, toujours pareil, cet argent partait, à l'époque, il y avait son frère qui était sur les terres avec sa mère. Et Benoît Perret est revenu quand même assez vite, disons, en Savoie, avec un pécule. Il a pu acheter une partie de terre pour agrandir la ferme de sa mère, et ainsi de suite. Et je pense que ce côté versé par les autres, toujours pareil, dans le cas de la mort, c'était quand même courant à l'époque. Il a toujours eu cet esprit à subvenir aux besoins. Et on en parlait un peu, il a découvert un petit peu, je pense, ce qu'on appelait les rosières, où il y en avait beaucoup dans la région parisienne. Donc, il a fait un leg à Albins, de façon que chaque année, c'était pendant la fête patronale à l'époque, une jeune fille méritante soit récompensée. Et c'est vrai qu'à l'époque, des jeunes filles méritantes, il y en avait beaucoup, parce que les gens avaient une espérance de vie. On va avoir, pendant le couronnement de la rosière, il y a quelqu'un qui viendra témoigner, qui est la deuxième rosière, où je crois pas me tromper que la mère est morte. Donc évidemment, c'était classique. Elle avait les frères et sœurs. Et elle a accepté, je crois, de se marier qu'à 28 ans, quand tous ses frères et sœurs ont été élevés. Donc je pense que Benoît Perret, il était bercé un petit peu ça. Après, il y avait aussi peut-être un autre, mais là, Jean-Louis et Rodolphe, ils en parlaient, peut-être un esprit un peu plus d'époque ou sur la femme. Et ce qui fait donc, il a fait ce leg. Et chaque année, des jeunes filles ont été récompensées. Chaque année, il y avait la rosière. Alors évidemment qu'au fil du temps, les choses ont changé, parce que moi je pense que, disons, jusqu'aux années 40, jusqu'avant-guerre, il y avait souvent un parent qui disparaissait tôt, puis après c'était un peu un devoir. Mais enfin, moi je félicite quand même, je suis quand même émerveillé que les municipalités ont changé et que, disons, cette tradition a toujours été respectée. Alors après, bon, on ne sait pas, disons... Bernard, il va falloir qu'on conclue, parce qu'après, on a un autre direct. D'accord, donc moi, simplement, ce que je voulais dire, je suis très, très, très heureux qu'on soit arrivé à la 100e. C'est vrai aussi que moi, s'il faut parler un petit peu de moi particulièrement, donc moi, quand je suis arrivé à Albins, bon, je me suis amusé beaucoup à photographier, à faire le portrait officiel de ces rosières. Ça en fait la 46e. J'avais décidé qu'à la 100e, j'arrêtais. Et donc, tu vas arrêter? Et la surprise, oui, je vais quand même arrêter, il faut bien s'arrêter à un moment, mais bon, on formera quelqu'un après on n'arrêtera pas non plus s'il y a des écrits sur la rosière. Et simplement, moi, si vous voulez, bon, c'est vrai que je suis très touché, très ému, puisque la 100e rosière... C'est ta petite fille. Voilà, c'est Charlène Fleuret, qui sera couronnée le 14 juillet à Albins à 19h. Voilà. Merci Bernard, il faut qu'on laisse l'antenne parce que midi approche, et donc il y a le flash info de Maxime, puis à midi 6, enfin juste après le flash info, midi 5, midi 6, c'est Sébastien qui vient pour sa leçon d'anglais, Singing English. On va apprendre l'anglais avec un tube de la variété anglo-saxonne, et aujourd'hui c'est du Phil Collins. Merci messieurs, en tout cas, merci Jean-Louis Hébrard, merci Bernard Fleuret, merci cher Rodolphe Guillot. Continuez à rechercher, continuez à faire vivre l'histoire de l'Albanais, et achetons donc cette revue Chronos numéro 37 que l'on a présenté ce matin dans cette spéciale. Ne partez pas, restez bien connectés. Maxime arrive dans le studio pour le Flash Info, et ensuite on parle anglais avec Sébastien. Merci messieurs. Merci Jean-Pierre. Bonne journée à tous. Au revoir.